Dans la presse locale, on l'appelle l'homme le plus puissant de la ville. Sur la une d'un magazine économique, on voit son visage, net, sérieux, légèrement souriant. Gabriel Marchand, 42 ans, PDG du groupe Marchand Fils. Sous-titre « L'homme qui a façonné Lyon ». On l'interviewe sur ses projets immobiliers, sur les tours de verre qui redessinent la skyline, sur les hôtels de luxe, les bureaux, les centres commerciaux. On lui demande ce que ça fait d'avoir autant de pouvoir de décision sur le visage d'une ville entière. Il répond avec des mots bien calibrés. Responsabilité, vision, impact, emploi. On ne lui demande pas ce que ça fait de rentrer le soir dans un appartement trop silencieux, où les seuls dessins au mur sont ceux de son fils. On ne lui demande pas comment il gère les nuits où il revoit encore l'accident, les phares dans la pluie, le téléphone qui sonne trop tard. Ça ne fait pas vendre. De l'autre côté de la ville, dans un petit immeuble un peu défraîchi du quartier de la Guillotière, une femme referme doucement la porte de la chambre de sa fille. Emma vient de s'endormir, un livre aux pages cornées encore ouvert sur le ventre. Anaïs soulève délicatement le livre, arrange la couette autour du petit corps chaud. Elle reste là quelques secondes, à écouter la respiration régulière de sa fille. Puis, elle se redresse, passe une main sur son visage. La lumière du salon est crue. Sur la table, une pile de formulaires de la CAF, des papiers de l'association, une facture d'électricité qu'elle n'a pas encore voulu ouvrir. Sur le frigo, une feuille colorée où Emma a écrit maladroitement « Maman, t'es la plus forte ». Ça la fait sourire. Un sourire un peu tremblant. Elle ne se sent pas forte. Le mot qui lui colle à la peau, ces dernières années, c'est fragile. Les médecins, les assistants sociaux, même certaines amies l'ont dit. Fragile parce qu'elle a fait un burn-out à 30 ans. Fragile parce qu'elle a mis trop de temps à quitter un homme qui la rabaissait. Fragile parce qu'elle fait encore des crises de panique dans le tram quand c'est trop bondé. Fragile parce qu'elle travaille à mi-temps dans une petite association, au fil des jours, qui accompagne des femmes en difficulté et qu'elle sort à peine de la sienne. Elle soupire, s'assoit, prend la facture d'électricité. Elle l'ouvre, les chiffres dansent un peu sous ses yeux. Elle a mal à la tête. Respire, se répète-t-elle en inspirant profondément, comme sa psy lui a appris. Son téléphone vibre. Un message de Sophie, la coordinatrice de l'association. Réunion importante demain matin à 9 h au centre. Propriétaire de l'immeuble, plus quelqu'un d'un grand groupe immobilier. Possible projet de rachat. On va sûrement devoir se battre. Essaie de venir si tu peux. Anaïs sent une boule de stress se former dans son ventre. Le centre, c'est presque sa deuxième maison. C'est là qu'elle a été accueillie la première fois, avec Emma dans les bras, en larmes, quand elle a enfin osé partir de chez Maxime. C'est là qu'elle a rencontré d'autres femmes, qu'elle a pu parler, qu'elle a commencé sa thérapie, et, petit à petit, c'est là qu'elle a recommencé à aider les autres, comme auxiliaire de vie, comme père aidante. L'idée que cet endroit puisse disparaître lui donne le vertige. Elle répond vite. Je serai là. Elle pose le téléphone, ferme les yeux un instant. Elle ne sait pas encore que l'homme le plus puissant de la ville sera aussi dans cette salle, demain, et qu'à partir de là, leurs vies ne cesseront plus de se croiser. Le lendemain matin, Lyon se réveille sous une pluie fine. Le tram-ton glisse le long des quais du Rhône, les passagers serrés, les vitres embuées. Anaïs, accrochée à une barre, tente de se concentrer sur sa respiration. Autour d'elle, ça parle, ça bouge, ça soupire. Elle a remis le vieux casque audio qu'Élodie, sa voisine, lui a donné. La musique douce couvre un peu le bruit. À chaque arrêt, elle se répète mentalement. 2 stations encore, ça va aller. Quand elle descend, près de la place, la pluie lui fouette immédiatement le visage. Elle resserre son manteau usé, presse le pas jusqu'au centre au fil des jours, installé au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien, avec une enseigne un peu fade, mais un accueil toujours très chaud. À l'intérieur, l'odeur de café et de biscuits la rassure. Plusieurs femmes sont déjà là, assises autour de la grande table,
tasses fumantes entre les mains. Certaines ont des cernes profonds, d'autres des sourires timides. Toutes connaissent, à leur manière, la fragilité. « Ah, Anaïs, te voilà !» lance Sophie en rangeant des dossiers. « Tu as pu faire garder Emma ?»« Oui. La voisine la dépose à l'école ce matin, » répond Anaïs en accrochant son manteau. « Parfait. On commence dans 5 minutes. Ils ne sont pas encore là. Ils. » Anaïs jette un coup d'œil vers la porte, anxieuse. Elle imagine un propriétaire sec, un peu méprisant, et un costard-cravate arrogant pour le grand groupe immobilier. La réalité n'est pas exactement celle-là. À 9 sept, la porte s'ouvre. Un homme d'une 50aine d'années, costume trop grand, lunettes un peu de travers, entre en premier. C'est Monsieur Dubois, le propriétaire de l'immeuble, que certaines ont déjà vu. Derrière lui, il y a un autre homme. Il retire son manteau sombre, laissant apparaître un costume parfaitement coupé, sobre, une chemise immaculée. Il a le genre de tenue qui dit « Je suis habitué aux réunions importantes ». Mais ce qui frappe Anaïs, ce n'est pas ça. C'est le contraste entre sa silhouette photo de magazine et ses yeux. Ses yeux sont fatigués. De ces fatigues qui ne viennent pas juste d'une mauvaise nuit, mais d'années passées à porter des choses trop lourdes. « Mesdames, bonjour », dit-il avec une voix grave mais étonnamment douce. « Je suis Gabriel Marchand. » Le nom fait un petit effet dans la salle. Même celles qui ne lisent pas la presse économique l'ont déjà entendu. Marchand, fils, c'est le nom écrit sur des panneaux de chantier dans toute la ville. Anaïs sent sa gorge se serrer. L'homme le plus puissant de la ville, dans leur petite salle aux murs couverts de dessins d'enfants et de flyers d'associations. Monsieur Marchand est venu parce que son groupe envisage de racheter l'immeuble, explique Monsieur Dubois en se frottant les mains. On voulait vous expliquer la situation. Envisage, répète Sophie, les bras croisés. C'est donc encore discutable? Gabriel soutient son regard. C'est justement pour ça que je suis là. Pour en discuter, pas pour vous annoncer une décision déjà prise. Anaïs sent un petit frisson de scepticisme parcourir la salle. Elle aussi a appris à se méfier des phrases bien tournées. Il s'installe autour de la table. Gabriel pose son dossier, sort un carnet, un stylo. Il balaye la pièce du regard, attardant ses yeux sur les jouets dans un coin, sur les affiches « Groupe de parole » jeudi soir. Avant de parler chiffres et murs, j'aimerais comprendre ce que vous faites ici, commence T-il. Je connais le centre de réputation, mais pas en détail. On n'est pas un beau concept à mettre dans un PowerPoint, réplique Sophie, un peu sèche. On est un endroit où des femmes arrivent en pleurs, parfois avec rien d'autre qu'un sac à main. C'est justement pour ça que je veux comprendre, répond-il calmement. Anaïs observe. Il n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas levé la voix, il a juste répondu, sans arrogance, surprenant. C'est finalement elle qui, sans trop réfléchir, prend la parole. « Je peux expliquer, » dit-elle doucement. Tous les regards se tournent vers elle. Elle rougit un peu, mais continue. Ici, on aide les femmes qui sortent de situations compliquées. Violence, précarité, isolement. On les accompagne pour les démarches administratives, l'accès au logement, au travail. On propose des groupes de parole, des ateliers, un simple café, où on peut respirer sans être jugé. Elle marque une petite pause. On est plusieurs à être passés par là. Alors, quand une nouvelle arrive, on sait ce que c'est de trembler en sonnant à la porte. Gabriel la regarde attentivement. Il ne prend pas de notes, il écoute, vraiment. « Et vous, mademoiselle ?» Anaïs Morel. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» Officiellement, 1 an et demi. Officieusement, un peu plus. Elle esquisse un sourire. Au début, j'étais surtout celle qui pleurait sur le canapé. Quelques rires discrets étouffent la tension dans la pièce. Gabriel sourit aussi, un sourire sans moquerie. Et aujourd'hui, vous êtes celle qui explique le centre au PDG. Constate-t-il. Ça montre déjà quelque chose. Anaïs baisse les yeux, mal à l'aise devant le compliment. Elle sent son cœur battre plus vite, sans savoir s'il s'agit de la pression de la réunion
ou de ce regard qui la traverse un peu trop. La discussion se poursuit. Monsieur Dubois parle de la vétusté de l'immeuble, des travaux coûteux. Gabriel évoque un projet de rénovation globale du quartier, des logements, des commerces. Et nous, on devient quoi dans votre joli plan? Demande sèchement une femme au fond de la salle. C'est ce qu'il faut qu'on voie ensemble, répond Gabriel. On n'a pas les moyens de payer un loyer de quartier rénové, souffle Anaïs, ni de déménager à l'autre bout de la ville. Beaucoup viennent ici à pied. Dans sa voix, il y a une fatigue, mais aussi une forme de détermination. Gabriel la remarque. « J'entends bien, » dit-il. Il réfléchit quelques secondes. « J'ai une proposition. Elle n'est peut-être pas idéale, mais c'est un point de départ. » Il se penche légèrement vers elle. « Si le rachat se fait, on peut envisager de garder ce rez-de-chaussée pour l'association, un bail à loyer modéré, garanti sur plusieurs années, avec une rénovation à nos frais. Et en échange, on doit quoi ?» demande Sophie, méfiante. « Une photo avec vous pour votre rapport RSE ?» Il esquisse un sourire. « Je ne vous demanderai pas de poser avec moi si vous n'en avez pas envie. » Son regard se fait plus sérieux. « Je ne dis pas ça pour vous faire la moindre faveur. Je le dis parce que, si on veut que ce quartier vive vraiment, on a besoin de lieux comme le vôtre. Sinon, on construit juste des décors. » La phrase flotte un instant dans l'air. Elle a le goût étrange d'une sincérité inattendue. Quand la réunion se termine, rien n'est complètement réglé. Mais il y a une piste, un bail solidaire, des travaux programmés, une promesse orale à transformer en contrat. Les femmes quittent la salle par petits groupes. Anaïs range des tasses, essuie la table. Elle a la tête pleine, le cœur aussi. Gabriel s'attarde pour parler à Sophie de détails techniques. Puis il se tourne vers la porte. C'est là que ça arrive. Il fait 2 pas. Ne voit pas le petit tapis qui a glissé, trébuche. Il se rattrape au bord de la table, renverse une tasse presque vide. Anaïs, surprise, recule brusquement et sent son cœur s'emballer. Les sons deviennent soudain plus lointains. La pièce se rétrécit. Elle s'accroche au dossier d'une chaise. « Pas maintenant. Pas ici. Ça va ?» demande une voix lointaine. Elle voit Gabriel s'approcher, flou. Ses mains tremblent. « Anaïs ?» appelle Sophie, inquiète. « Tu es toute pâle. » La poitrine d'Anaïs se serre, ses mains se glacent. Elle connaît ce début de vertige, cette impression que l'air disparaît. Une crise. Elle ferme les yeux, tente de respirer profondément. Mais ça ne vient pas. Elle sent alors une main près d'elle, qui ne la touche pas tout de suite. Une voix grave, étonnamment posée, qui dit « Respirez avec moi, d'accord ? Inspirez, voilà, et soufflez doucement. » Elle ouvre les yeux. Gabriel est là, accroupi à sa hauteur, à une distance respectueuse. Il ne la touche pas. Il cale simplement son propre souffle sur le sien, lui montrant le rythme. « Ce n'est pas grave, » murmure-t-il. « Vous n'êtes pas en danger. C'est juste votre corps qui sonne l'alarme un peu trop fort. On baisse le volume, doucement. » Elle s'accroche à sa voix, à ce ton qui ne juge pas. Peut-être a-t-il déjà vu ça, pense-t-elle confusément. Chez quelqu'un, chez lui même. Après quelques longues minutes, le monde reprend sa taille normale. La pièce, les tables, les murs se remettent à leur place. Anaïs essuie vite une larme rebelle du coin de l'œil. « Pardon » souffle-t-elle, honteuse. « Vous n'avez absolument pas à vous excuser » répond Gabriel. Il se relève, lui tend une chaise. « Asseyez-vous un peu. Je connais ce genre de choses. » Son regard se voile un instant. Elle le dévisage, surprise. « Vous aussi ?» Il hésite, puis acquiesce. « Disons que je sais ce que c'est, que de sentir son cœur s'emballer sans raison apparente. » Longue histoire. Ils se regardent, un peu désarmés. Il y a, l'espace d'une seconde, une intimité étrange, née non pas d'un coup de foudre romantique, mais d'une fragilité partagée. L'homme le plus puissant de la ville vient de voir sa fragilité à elle en direct. Elle a vu une fissure dans son armure.
et aucun d'eux ne sait encore que c'est précisément ce qui va les rapprocher. Les semaines suivantes, le centre au fil des jours bruise de discussions. Bail solidaire, plan de travaux, date potentielle de déménagement temporaire pendant les rénovations. Gabriel revient plusieurs fois, parfois avec un architecte, parfois avec une juriste. À chaque fois, il prend le temps de dire bonjour à tout le monde, de boire un café à la table commune, de poser des questions sur les ateliers. Anaïs, elle, oscille entre méfiance et curiosité. D'un côté, il représente exactement ce qu'elle a appris à craindre. Le pouvoir, les décisions qui tombent d'en haut, les hommes sûrs d'eux qui pensent savoir ce qui est bon pour les autres. De l'autre, il y a ce regard fatigué, cette façon de parler avec douceur à une femme en pleurs, ce jour où elle l'a surpris en train de ramasser des jouets dans le coin enfant, seule, après une réunion. Un après-midi, alors qu'elle repart vers chez elle, sac sur l'épaule, elle l'entend l'appeler. Anaïs, elle se retourne. Il est là, sur le trottoir, refermant le coffre d'une voiture. À côté de lui, un garçon d'une dizaine d'années s'impatiente, sac de sport sur le dos. « Papa, on va être en retard au foot. »« 2 secondes, Louis, » répond Gabriel. Il se tourne vers Anaïs. « Désolé. Je voulais juste vous demander si tout allait bien après l'épisode de l'autre jour. » Elle sent ses joues chauffer. « Ça va. C'était une petite crise. Ça m'arrive moins souvent qu'avant. »« Tant mieux, » dit-il. « Si ça vous arrive à nouveau en ma présence, n'hésitez pas à me le dire. J'ai quelques années d'avance en respiration bizarre dans les aéroports et les ascenseurs. » Elle esquisse un sourire malgré elle. « Vous, dans les ascenseurs, je vous imaginais plus à l'aise que ça, dans les tours que vous construisez. J'ai appris à faire semblant, avoue-t-il. C'est une des compétences non listées sur mon CV. Personne n'est aussi solide qu'il en a l'air, murmure Anaïs. Louis, le fils de Gabriel, s'approche en traînant les pieds. Papa, on y va? Gabriel se tourne vers lui. Louis, je te présente Anaïs. Elle travaille dans le centre où je vais souvent en ce moment. Bonjour, dit le garçon, poli mais pressé. Bonjour Louis. Ils s'échangent un sourire. Un petit courant d'air frais passe dans le quotidien d'Anaïs. Le soir, en racontant sa journée à Emma, celle-ci demande « C'est qui, Gabriel ?»« C'est quelqu'un qui nous aide à garder le centre, » répond Anaïs. « Il est gentil ?» Elle pense à ses yeux fatigués, à sa main qui n'avait pas osé la toucher pendant la crise, à sa voix qui avait calmé la sienne. « Oui, » répond-elle doucement. « Je crois que oui. » Peu à peu, leurs échanges dépassent le strict cadre du bail. Un jour, Gabriel demande « Anaïs, vous accepteriez de me montrer concrètement une journée ici, pas juste une réunion, le vrai quotidien. » Pourquoi s'étonne-t-elle. Parce que je signe des contrats, je valide des budgets, je lis des rapports, mais je ne veux pas que tout ça reste abstrait. Si je veux que notre groupe arrête de faire de la solidarité juste en footnote de rapport, il faut que je comprenne mieux. Elle l'observe. Il ne semble pas chercher à se donner bonne conscience. Il a l'air sincèrement curieux et fatigué de jouer un rôle. « D'accord, » finit-elle par dire. « Venez jeudi matin. C'est le jour où on reçoit les nouvelles. » Jeudi arrive. Gabriel pousse la porte discrètement, sans costume cette fois. Jean sombre, pull, manteau plus simple. On le reconnaît quand même, évidemment. On le reconnaît toujours. Anaïs l'entraîne dans le bureau d'accueil. « Ce matin, on a rendez-vous avec une femme qui s'appelle Karine, » explique-t-elle à voix basse. « Elle vient pour la première fois. On sait juste qu'elle a un petit garçon et qu'elle a besoin d'un hébergement d'urgence. »« Qu'est-ce que je fais ?» demande Gabriel. « Vous écoutez. Et vous vous faites oublier. » Karine arrive, les yeux rouges, un sac cabas à la main, un petit garçon qui se colle à sa jambe. Anaïs l'accueille avec une douceur qui surprend Gabriel. Elle l'installe, lui sert un thé, lui parle calmement, pose des questions sans brusquer. Il se tient un peu en retrait, mais il entend les mots « insulte »,« claque »,« peur la nuit »,« je ne sais pas où aller ».
Il voit les doigts de Karine trembler sur la tasse. Il voit Anaïs lui tendre un mouchoir, lui dire « Vous avez bien fait de venir. Vous n'êtes plus seul maintenant. » Il sent quelque chose se fissurer en lui. Une colère sourde, mais aussi une immense tristesse. Il repense à sa propre femme, à leurs disputes, aux mots durs échangés à la va-vite, à la dernière soirée avant l'accident. Il ne vivait pas la même chose, mais il retrouve dans les yeux de Karine et de son fils une peur qu'il a déjà vue ailleurs, chez des proches qu'il n'a pas su aider à temps. À la pause, il sort prendre l'air. Anaïs le rejoint. « C'est lourd, hein ?» dit-elle doucement. « Oui, » admet-il. Il pose les yeux sur elle. « Vous faites ça tous les jours? Pas toute seule? Heureusement. Mais oui, c'est notre quotidien. Et vous, vous tenez le coup comment ?» Elle hausse les épaules. « Je parle à ma psy. Je pleure parfois sous la douche. Je fais des gâteaux avec Emma. Et je me rappelle que j'ai été de l'autre côté de la table. » Elle lui lance un regard un peu malicieux. « Et vous, vous tenez le coup comment, avec vos tours et vos investisseurs? Je cours au parc de la Tête d'Or à 5 heures du matin, avoue-t-il. Je travaille trop et je collectionne les rendez-vous avec la prof principale de Louis parce que je suis en retard aux réunions parents-prof. » Ils rient tous les deux. Ce rire, venu après les larmes de Karine, a une saveur particulière. Peu à peu, Gabriel s'autorise à parler un peu plus de lui. Il raconte son fils, Louis, 10 ans, passionné de foot et de manga. Il évoque sa femme, Claire, décédée dans un accident de voiture un soir de décembre, alors qu'il était encore au bureau à finir un dossier important. « Je sais que ce n'est pas de ma faute, » dit-il, comme quelqu'un qui se répète une phrase 1000 fois. « Les médecins, les psys, tout le monde me l'a dit, il pleuvait. Le camion n'a pas freiné à temps. Mais une part de moi se dira toujours, si j'avais insisté pour qu'on dîne ensemble ce soir-là, si j'étais allé la chercher. » Il s'interrompt, avale difficilement sa salive. « Depuis, j'ai l'impression que je dois compenser, être irréprochable, réussir tout le temps, pour que sa mort ne soit pas inutile. » Anaïs l'écoute, le cœur serré. Ses propres cicatrices vibrent. « On ne compense jamais une absence, » murmure-t-elle. « On apprend juste à vivre avec le vide. Et parfois, on le remplit un peu avec autre chose. Et vous, vous l'avez rempli comment, votre absence ?» demande-t-il doucement. « Avec Emma, » répond-elle, sans hésiter. Elle sourit. « Et avec des femmes qui me regardent, un jour, en disant « Je me suis enfin senti en sécurité. » C'est comme une petite lumière qu'on allume dans un coin sombre. Leur relation change. Sans qu'ils ne se l'avouent vraiment, ils commencent à compter l'un sur l'autre. Gabriel envoie parfois un message pour demander « Comment s'est passée la journée au centre ?» Anaïs répond « Fatigante. Mais Karine a trouvé une place en foyer avec son fils. Victoire du jour. » Un soir, c'est Anaïs qui écrit « Louis va bien ?» Il avait l'air triste ce matin. Gabriel répond plus longuement que prévu. « Il m'en veut parce que j'ai raté un de ses matchs samedi pour une réunion. Encore. Je ne sais plus comment être à 2 endroits en même temps. » Elle lui répond « Vous ne pouvez pas, mais vous pouvez choisir plus souvent le bon endroit. » La phrase reste longtemps sur l'écran de Gabriel. Il comprend qu'elle ne parle pas seulement des matchs de foot. Les enfants, comme toujours, servent de pont. Un mercredi, Gabriel propose « Louis doit faire un exposé sur une association de la ville. » Il a pensé à « Au fil des jours ». Il serait très fier de pouvoir poser des questions à une vraie Madame du Centre. « Une vraie Madame du Centre ?» répète Anaïs en riant. « Ce sont ses mots, je jure. Qu'ils viennent. Emma sera ravie de lui expliquer qu'ici, les meilleurs biscuits au chocolat du monde sont faits par Sophie. Ils organisent un après-midi au centre. » Louis pose des questions très sérieuses. Emma lui montre tous les dessins, fière comme une guide officielle. À un moment, Anaïs surprend les 2 enfants à comploter dans un coin. « Tu crois qu'ils sont amoureux, nos parents ?» chuchote Emma. « Chut !» répond Louis. « Ils vont nous entendre. » Mais ils se regardent bizarrement. Les grands font toujours des têtes bizarres. Ça ne veut rien dire. Anaïs fait semblant de n'avoir rien entendu.
Son cœur, lui, a bien compris. Elle se surprend à attendre les visites de Gabriel, à sourire en voyant son nom s'afficher sur son téléphone, à penser à lui le soir, en rangeant les jouets d'Emma. Et, de son côté, Gabriel réalise qu'il regarde sa montre en réunion en se disant « Après, je passe au centre, je verrai Anaïs. Je respirerai un peu. » Mais la vie n'est jamais un long fil tranquille, encore moins quand le pouvoir et la fragilité se croisent. La première fissure vient d'un article. Un lundi matin, le site d'actualité locale publie un papier. Marchand, fils rachète l'immeuble de la Guillotière. Gentrification déguisée. Les phrases sont acerbes. On parle de marketing social, de bail solidaire vitrine, de PDG qui joue au sauveur, tandis que les loyers explosent autour. Une photo accompagne l'article, Gabriel à la sortie du centre, en train de parler avec Anaïs sur le trottoir. On la voit, elle, de profil, les yeux levés vers lui. Le titre de la photo est cruel. Le puissant protecteur et la bénévole fragile. Anaïs se fige devant l'écran de son téléphone. Le mot « fragile » en gras lui brûle les yeux. Ce n'est même pas le fait d'être associé à lui qui la bouleverse le plus. C'est cette manière de résumer sa personne à un mot. « Tu as vu ?» fait Sophie en entrant dans le bureau, le téléphone à la main. « Oui », murmure Anaïs. « Je suis désolé. Ils n'ont pas le droit de mettre ta photo comme ça sans ton accord. On s'en fout de mon accord. Je ne suis personne », rétorque T.L., plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. La journée est pénible. Les femmes du centre demandent ce que ça signifie. Certaines s'inquiètent. « Vous allez devenir un centre pour riches ?» D'autres plaisantent maladroitement. « Alors Anaïs, tu sors avec le PDG ou quoi ?» Chaque remarque est comme une piqûre. Gabriel appelle. Elle ne répond pas. Il laisse un message. « Anaïs, je suis désolé pour l'article. Je n'avais aucune idée qu'ils allaient utiliser cette photo. On se voit ce soir au centre ? Il faut qu'on en parle. » Elle supprime le message sans l'écouter jusqu'au bout. Le soir, pourtant, elle vient. Pour la réunion d'information, pour les femmes. Pas pour lui, se répète-t-elle. Il est déjà là quand elle arrive, l'air sombre, le téléphone encore à la main. Dès qu'il la voit, il s'avance. « Anaïs, Elle l'interrompt. « On a beaucoup de choses à régler pour la réunion, » coupe-t-elle sèchement. « On parlera de votre image plus tard. Ce n'est pas de mon image qu'il s'agit. C'est de la tienne, justement. Je n'ai pas envie que ma vie devienne un argument de communication, même involontaire. » Le tu lui a échappé, révélant la fissure entre proximité et distance. Ils le remarquent tous les deux, mais personne ne le commente. La réunion commence. Gabriel présente le projet final de bail solidaire, les travaux programmés, les garanties écrites. Il a fait ce qu'il a promis. Sur le papier, tout est là. Mais dans la salle, la tension est palpable. L'article a semé le doute. Une femme lève la main. « Et si, dans 5 ans, vous décidez que ça ne vous arrange plus, notre bail solidaire ? » « Il est signé pour 10 ans, répond Gabriel. « Et si vous vendez le bâtiment à quelqu'un d'autre ? » « On a prévu des clauses, assure Théil. Ça dure longtemps. Des questions, des suspicions, des regards vers Anaïs, comme si elle était devenue un pont fragile entre deux mondes. Lorsqu'enfin la réunion se termine, Anaïs se dirige vers la cuisine pour ranger. Gabriel la suit. « Anaïs, il faut qu'on parle. »« De quoi ? De l'article ? D'accord. Tu veux que je te dise quoi ? Qu'ils sont injustes avec toi ? » Elle pose violemment une pile de gobelets. « Tu sais ce que ça m'a fait, de voir la femme la plus fragile sous ma photo. Comme si tout ce que j'avais reconstruit ne tenait qu'à un adjectif. Comme si je n'étais qu'un symbole pour ton image de PDG humain. Ce n'est pas ce que je pense de toi, proteste Théil. Peut être. Mais c'est ce que tout le monde va penser maintenant. » Elle le regarde droit dans les yeux. « Et moi, j'ai mis des années à sortir de l'ombre d'un homme qui utilisait ma fragilité pour mieux me tenir. Je refuse d'y retourner, même différemment. » Le nom de Maxime flotte entre eux, sans être prononcé. Gabriel se tait un moment. Il encaisse. « Je comprends, »
dit-il finalement. Non, tu ne comprends pas, réplique-t-elle, la voix tremblante. Les mots sortent plus vite qu'elle ne le voudrait. Tu rentres chez toi dans un appartement avec vue sur la ville. Tu as une assistante qui filtre tes appels, des avocats pour protéger ton nom. Moi, je rentre chez moi en espérant que mon ex ne va pas débarquer parce qu'il aura vu cet article, en se persuadant que je profite d'un riche PDG. Il fronce les sourcils. Il t'a déjà fait des menaces, récemment? Ce n'est pas la question, coupe-t-elle. La question, c'est que je ne peux pas me permettre une histoire compliquée avec l'homme le plus puissant de la ville. Je ne peux pas me permettre que ma fille, que les femmes que j'aide, me voient comme celle qui se rapproche du patron. Elle avale difficilement, et je ne peux pas me permettre de t'aimer si ça signifie perdre tout ce que j'ai construit ici. Le mot est tombé. T'aimer. Comme une vérité qu'elle n'avait pas prévu de prononcer. Gabrielle blêmit. Anaïs, ne dis rien, le coupe-t-elle. Elle respire profondément, comme en début de crise. On va signer ce bail. Tu vas tenir tes promesses, j'en suis sûr. Tu peux même revenir pour voir les travaux, pour participer aux ateliers, si tu veux. Elle relève le menton. Mais nous deux, ce nous, que tu n'as jamais vraiment osé nommer. Ce n'est pas possible. Pas maintenant. Peut être jamais. Il ouvre la bouche, la referme. Il sent une douleur physique dans sa poitrine, comme si quelque chose se déchirait. Si c'est ce que tu veux, murmure-t-il, c'est ce dont j'ai besoin pour survivre, corrige-t-elle. Et il se trouve que, cette fois, je choisis mes besoins avant ceux d'un homme, même si cet homme, elle secoue la tête. Peu importe. Elle attrape son sac, file vers la sortie, sans se retourner. Cette nuit-là, Anaïs ne dort presque pas. Elle écoute Emma respirer dans la chambre d'à côté, en se demandant si elle vient de commettre une erreur immense ou de se sauver à temps. Gabriel, lui, reste debout près de sa grande baie vitrée, à regarder les lumières de la ville. Il pense à tout ce qu'il peut contrôler. Des budgets, des plans, des votes au conseil d'administration, et à ce qu'il ne peut absolument pas contrôler, le cœur d'une femme qui a décidé de se protéger. Cette fois, ce n'est pas un accident de voiture. C'est une décision claire, posée, et ça le frappe plus fort que tout ce qu'un article de journal aurait pu dire. La vie continue, comme elle le fait toujours, même avec un cœur fissuré. Les travaux commencent. Le centre déménage temporairement dans des locaux prêtés par une autre association. Anaïs s'occupe des cartons, des listes, des femmes qui paniquent à l'idée de changer leurs habitudes. Gabriel, fidèle à sa parole, supervise les travaux sans envahir l'espace. Il passe parfois, salue, donne des nouvelles de l'avancement. Mais il garde une certaine distance avec Anaïs. Il respecte son choix. Les messages s'espacent. Les regards aussi. L'absence devient presque plus lourde que la tension précédente. Un matin, alors qu'Anaïs sort de chez elle pour emmener Emma à l'école, elle sent son téléphone vibrer. Un numéro inconnu. Elle hésite, décroche. « Allô? Anaïs? C'est moi. » La voix lui glace le sang. « Maxime, comment tu as eu mon numéro? Tu crois que je ne suis pas capable de faire une simple recherche? » Il ricane. Belle photo, sur le site là. Toi, avec ton PDG. Tu t'es bien débrouillé, hein? Tu l'as trouvé, ton pigeon riche. Maxime, je n'ai pas le temps. Tu as toujours le temps quand il s'agit de moi. Lâcheté-il avec cette violence sourde qu'elle connaît trop. Ne m'appelle plus. On a un jugement, rappelle-t-elle, la voix tremblante. On communique par écrit, via l'avocat. On verra ça. Je pense que le juge sera intéressé d'apprendre que la mère de ma fille se pavane avec un type plein aux as pendant que je galère pour payer ma pension. Elle raccroche, les mains glacées. Emma la regarde, inquiète. « Maman, ça va, mon cœur, » murmure-t-elle, même si ça ne va pas du tout. La journée est un enfer. Son corps se souvient de tout, les cris, les portes claquées, les accusations. Le soir, elle n'en peut plus. Elle se surprend à faire ce qu'elle s'était interdit. Elle compose le numéro de Gabriel.
Anaïs? Sa voix est pleine de surprise, mais aussi d'inquiétude. Est-ce que tu peux venir au centre demain matin? Demande-t-elle, sans préambule. Pour parler de la sécurité, du bail, des photos. Bien sûr. À quelle heure? À 9 heures. J'y serai. Le lendemain, il est là. Toujours ce même manteau sombre, mais aujourd'hui, son regard est particulièrement attentif. Dans le bureau, Anaïs lui raconte. La photo, l'appel de Maxime, la menace implicite. « Je ne veux pas de ta protection », dit-elle d'emblée, avant qu'il n'ait le temps de parler. « Je ne veux pas que tu te transformes en chevalier blanc qui règle tout avec son argent. »« Je sais, » répond-il, « mais je dois protéger Emma et protéger les femmes qui viennent ici. Si mon histoire personnelle commence à les mettre en danger, je dois agir. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demande-t-il calmement. « D'abord, que ton service demande officiellement au site d'enlever ma photo. » Il n'avait pas le droit. « C'est déjà en cours, » dit-il. « Je te l'aurais dit si tu avais répondu à mon appel l'autre jour. » Ensuite, elle hésite. « Ensuite, je veux que tu comprennes que ce n'est pas ton pouvoir qui va me sauver. C'est moi, mes choix, mes limites. »« Je l'ai compris, » murmure-t-il. « C'est ce que tu m'as montré en me disant non. » Il inspire profondément. « Mais je peux mettre mon pouvoir à ta disposition si tu décides d'en avoir besoin. C'est différent. Je ne ferai rien sans ton accord. » Elle le regarde. Il y a dans sa voix une humilité qu'elle n'avait jamais entendue chez un homme en costume. « Mon avocat peut t'aider à rappeler à Maxime les termes du jugement, » continue-t-il. « Pas parce que tu es la femme du PDG, mais parce que tu es une femme qui mérite qu'on respecte la loi. Et parce que tu m'as appris que mon pouvoir ne sert à rien s'il ne protège pas aussi les plus vulnérables. » Elle reste silencieuse un moment. « On peut en parler avec l'équipe du centre ?» demande-t-elle. « Je ne veux pas que ce soit juste une histoire entre toi et moi. » Bien sûr, ils réunissent Sophie, une juriste bénévole, quelques responsables. Gabriel explique la situation, propose l'aide de ses avocats, la mise en place d'un protocole pour refuser les photos non consenties, la création d'un fonds de soutien juridique pour les femmes harcelées par des ex. Ce fonds serait géré par l'association, précise-t-il. Marchand, Phi le financera, mais ce sera votre outil, pas le mien. Je ne veux pas en faire un prétexte à photo de serrage de main. Sophie le regarde longuement, puis acquiesce. C'est une bonne idée, dit-elle. Si ça avait existé il y a 10 ans, certaines d'entre nous auraient dormi plus sereinement. Elle lance un coup d'œil à Anaïs. Tu vois, ce n'est pas forcément se vendre que d'utiliser les ressources de ceux qui en ont. Anaïs inspire. Elle sent quelque chose se détendre en elle. Elle n'est plus la seule à porter ce dilemme. Après la réunion, elle et Gabriel se retrouvent seuls quelques minutes dans le couloir. « Merci », dit-elle simplement. « De rien », répond-il. Il hésite. « Tu sais, quand tu m'as dit non l'autre fois, j'ai cru que c'était fini. Pas juste pour nous, mais pour tout ce que j'essayais de changer. Je me suis dit que j'avais encore tout gâché. »« Tu n'as pas tout gâché, » murmure-t-elle. « Tu as respecté ma décision. C'est déjà une énorme différence avec l'homme que j'ai connu avant toi. » Elle le regarde dans les yeux. La fragilité, ce n'est pas un défaut. C'est un état. Ça bouge. Ça se transforme. Tu veux savoir un secret ? Toujours, dit-il, un peu trop vite. Quand ils ont écrit « La femme la plus fragile », j'ai eu envie de vomir. Et puis, je me suis dit « Ce n'est plus vrai. Je suis fragile par endroits, oui, mais j'ai aussi une force que je n'avais pas il y a 5 ans. La preuve, j'ai été capable de te dire non, à toi. » Un sourire léger traverse son visage. Tu n'imagines pas le niveau de progrès que ça représente. Il rit doucement. Alors être que moi aussi, je peux être autre chose que l'homme le plus puissant de la ville, dit-il. Être que je peux être juste un homme qui essaie, qui se trompe, qui apprend. C'est déjà ce que tu es, répond-elle. Leurs regards se croisent, plus doux, moins crispés. Il n'y a pas de déclaration, pas de baiser volé dans un couloir.
Juste deux adultes qui reconnaissent, chacun, le chemin parcouru. Quelques mois plus tard, le centre réintègre ses locaux rénovés. Les murs sont repeints, les fenêtres isolées, l'espace agrandi. Le coin enfant est plus lumineux. Les femmes découvrent leur nouvelle maison avec des exclamations. Sur une plaque discrète près de la porte, il est écrit « Centre au fil des jours », avec le soutien de la Fondation Marchand pour la dignité et la résilience. Anaïs passe la main sur les lettres. Le mot puissance n'apparaît pas. Le mot fragilité non plus. Dignité et résilience suffisent. Ce soir-là, Gabriel vient avec Louis pour l'inauguration interne. Pas de journalistes, pas d'élus, juste l'équipe, quelques bénévoles, les femmes et leurs enfants. Emma se précipite vers Louis. « Tu as vu, c'est beau ?»« Ouais », répond-il, essayant d'avoir l'air cool. « Et regarde, là, c'est la nouvelle cuisine. On pourra faire encore plus de gâteaux. » Les deux enfants disparaissent en riant. Anaïs et Gabriel se retrouvent près de la table où sont posés des jus et des gâteaux maison. Il y a une douceur dans l'air, un sentiment de quelque chose accompli ensemble. « Tu sais, » dit Anaïs en regardant les enfants courir, « il y a 1 an, ma psy m'a demandé d'écrire une phrase sur ce que je voulais vraiment pour la suite de ma vie. Et tu as écrit quoi? Je veux que ma fille grandisse en me voyant me choisir, moi aussi. » Elle se tourne vers lui. « Aujourd'hui, je crois que je commence à y arriver. » Il l'écoute, profondément. Une émotion passe dans ses yeux. « Et toi ?» demande-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux, vraiment, au-delà de tes tours et de tes contrats ?» Il réfléchit, à nu, sans masque. « Je veux que mon fils me voie faire passer autre chose que mon travail en premier, » répond-il lentement. « Et je veux, » il cherche ses mots. « Je veux aimer quelqu'un sans essayer de le sauver, ni de me sauver à travers lui. Juste aimer, en étant deux, avec nos forces et nos fragilités. » Un silence les enveloppe, doux. Les bruits autour semblent s'éloigner un peu. « Tu crois qu'on est capable de ça, tous les deux ?» murmure Anaïs. « Je ne sais pas, » répond-il honnêtement. « Mais j'ai envie d'essayer. Moi aussi. À vous, TL. » Il inspire. « Alors, on fait comment ?» demande-t-il, presque timidement. Ce grand PDG habitué à décider pour des milliers de gens et qui se retrouve démuni devant une seule femme. On y va lentement, comme avant. On garde nos thérapies, nos amis, nos enfants. On ne fait pas de promesses qu'on ne peut pas tenir. Elle sourit. On ne cache pas nos peurs. On les pose sur la table, à côté des biscuits. Et on accepte que l'autre puisse partir, même si ça fait peur, ajoute-t-il. Exactement. Elle hésite, puis tend la main vers lui. On peut commencer par ça, propose-t-elle. Tu la prends ou pas? Sans obligation, sans photo officielle. Il regarde sa main, puis ses yeux. Il sait qu'il ne tient pas là un trophée, ni une fragilité à protéger. Il tient un choix, le sien à elle, leur choix à deux. Il pose sa main dans la sienne. Doucement. « Je la prends, » dit-il. « Mais je ne la serre pas trop fort. Je veux que tu puisses la retirer si tu en as besoin. » Elle sourit, les yeux brillants. « C'est comme ça qu'on reconnaît un homme vraiment puissant, » murmure-t-elle. Pas à la taille de ses immeubles, à la manière dont il tient une main fragile sans l'écraser. Il rit, un peu ému. « Et c'est comme ça qu'on reconnaît une femme vraiment forte, » répond-il. Pas à son absence de peur, à sa capacité de dire non, puis de dire oui, quand c'est bon pour elle. Les enfants accourent. « Burk, encore !» s'exclame Louis. « Vous tenez la main !»« Ça va, c'est juste la main !» proteste Emma. « Ils ont le droit, ils sont grands. »« Oui, » confirme Gabriel. « Et vous aussi, vous avez le droit d'être grands un jour et de choisir qui vous tenez par la main. » Ils éclatent de rire tous les quatre. Dehors, la ville continue de vibrer, avec ses tours, ses travaux, ses décisions prises dans des bureaux en hauteur. Gabriel restera peu, être encore longtemps l'un des hommes les plus puissants de la ville dans les articles. Mais ici, dans ce centre lumineux où le café sent bon et où les enfants courent, il est simplement un homme qui a appris à poser son pouvoir sans l'abattre sur les autres.
un père qui essaie d'être là, un compagnon en devenir. Et Anaïs, longtemps nommée fragile, demeure sensible, parfois tremblante, mais debout. Mère, travailleuse, amie, femme, qui se choisit. Ils ne savent pas si leur histoire sera parfaite. Ils savent seulement qu'elle commence sur des bases qu'ils n'avaient jamais eues auparavant, la vérité, le respect, la liberté. L'homme le plus puissant de la ville est tombé pour la femme la plus fragile. Mais au fond, ils ont découvert autre chose. Il n'y a pas les puissants d'un côté et les fragiles de l'autre. Il y a des êtres humains, chacun avec ses failles et ses forces, qui parfois se rencontrent au bon moment et acceptent de se tenir la main sans se perdre.